durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Aujourd'hui, nous évoquerons les moules d'eau douce, celles que l'on trouvait encore en masse dans nos lacs, nos fleuves et nos rivières avant qu'ils ne soient massivement pollués. Nous sommes en Moselle, à Marly, juste à côté de Metz, avec l'ingénieur écologue du service production et valorisation des connaissances de la direction régionale du Grand Est de l'Agence française pour la biodiversité. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Florent Lamant, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au siège de la Direction régionale Grand Est de l'Agence française pour la biodiversité. Nous sommes à Marly, très exactement, à côté de Metz, en Moselle. Florent Lamant, on va bien sûr aller avec vous sur le terrain découvrir les moules d'eau douce, mais avant ça, je voudrais m'étonner, vous faire part de mon étonnement de trouver cette agence française pour la biodiversité, ici, la Direction régionale Grand Est, je l'ai dit, dans un ancien bâtiment industriel au milieu d'une zone commerciale. Oui, c'est sûr que ça peut être un peu surprenant quand on arrive sur site. Seulement, il faut savoir que on est issu d'un ancien établissement qu'on appelle l'ONEMA, qui n'avait pas pour mission... ONEMA, on va éviter les acronymes aujourd'hui, Florent Lamant. Ah oui, d'accord. ONEMA pour Office national de l'eau et des milieux aquatiques, c'est bien ça? C'est ça, très exactement. Et donc voilà, c'était un établissement qui n'avait pas forcément vocation à recevoir du public et avec une charge de travail assez technique. Et aujourd'hui, on est dans un local qui est adapté à nos besoins puisque on a beaucoup de matériel technique, des camions, des bateaux et on est proche de tous les axes pour aller faire notre travail. Donc ce qui explique que le bâtiment est un peu particulier et peut un peu effectivement choquer si on s'attend à autre chose. Surprendre en tout cas. Surprendre. Néanmoins très fonctionnel. Ce qui est quand même pas le moindre des avantages. Florent Lamant, vous êtes agence française pour la biodiversité et non pas de la biodiversité. Comment est née cette agence et quelle est sa fonction, quel est son rôle ? Son rôle aujourd'hui, il n'est pas encore vraiment très défini. On sait que c'est une agence qui va devoir travailler et mettre des moyens pour améliorer et conserver au mieux la biodiversité, parce que c'est un enjeu français mais aussi planétaire. Comment elle est née? En fait, elle résulte de la fusion de plusieurs établissements existants. Donc on a parlé de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Anciennement Conseil supérieur de la pêche, qui lui-même avait déjà muté. Voilà. En gros, c'était la police... à l'époque, on disait la police de l'hameçon, la police de la pêche. Voilà, c'est ça. Donc, il a déjà été transformé grâce à la directive cadre sur l'eau. Il y a également l'atelier technique des territoires qui rejoint l'AFB, qui fusionne avec les autres établissements. Il y a également l'agence des aires marines protégées. Donc, tous ces établissements, finalement, ont fusionné en un seul, qu'on appelle aujourd'hui l'Agence française pour la biodiversité. Et l'idée, c'est de mutualiser finalement toutes les compétences pour essayer de travailler de manière plus efficace à protéger la biodiversité. Je vais encore m'étonner, Florent Lamant, mais dans les établissements qui ont fusionné pour créer cette agence française pour la biodiversité, ne figure pas l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Oui, c'est vrai, oui, on peut s'en étonner également, parce qu'il travaille sur un pan non négligeable de la biodiversité, notamment toute la partie terrestre. Mais c'était une décision politique à l'époque de la création de ne pas intégrer l'ONCFS. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution dans cette organisation précisément ? Alors des perspectives, oui, parce que de toute façon on est en constant mouvement au niveau des établissements publics. De toute façon, les réductions d'effectifs, les réductions de moyens, donc on mutualise de plus en plus. Et concernant cette question précise, on aura la réponse le 4 juillet,
puisqu'il y aura 2018. 2018, oui, puisqu'il y aura une annonce certainement du ministre Nicolas Hulot pour nous expliquer quel scénario a été retenu pour la prochaine mouture finalement de l'Agence française pour la biodiversité. Et donc avec un des scénarios envisagés qui est finalement de fusionner avec l'ONCFS. Décidément, les fusions sont à l'honneur un peu partout, y compris dans la biodiversité. Cette agence française pour la biodiversité, Florent Lamand, est née, a été fondée officiellement, créée officiellement au 1er janvier 2017, une loi par la loi pour la reconquête de la biodiversité, à l'époque de Ségolène Royal, ministre dans le gouvernement Valls. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on a pratiquement créé l'établissement, la coquille, avant même de savoir véritablement ce qu'on allait y mettre? Oui, parce qu'aujourd'hui nos missions ne sont pas clairement définies, donc forcément on a créé un établissement avant d'en définir les missions. Après ça, je pense que ça résulte également voilà, de stratégie politique, hein, d'avoir créé l'établissement en premier, et après on peut prendre ça comme un avantage aussi d'avoir un établissement qui aujourd'hui travaille à définir ses propres missions. Ça peut être aussi voilà, finalement un avantage que d'avoir des missions qui sont déjà exprimées avec des moyens qui ne correspondent pas forcément. Là, peut-être qu'on aura l'occasion finalement d'adapter nos missions aux moyens existants, ce qui peut être une plus-value dans l'avenir, quoi. Alors, on s'étonnait tout à l'heure de l'absence de l'ONCFS, l'Office national de la faune et de la chasse et de la faune sauvage. On a bien compris que finalement le cœur aujourd'hui, en tout cas ici en région Grand Est de l'Agence française pour la biodiversité, ce sont les milieux aquatiques, du fait de l'origine même de cette agence, par la fusion presque univoque de l'ancienne ONEMA pour Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Là aussi, quid de la flore, qui représente là aussi une part importante de la biodiversité, Florent Lamand? La flore, il n'y a pas de souci aujourd'hui, puisqu'il y a déjà des établissements publics, hein, et notamment les conservatoires botaniques hein, pas de fusion en perspective, là. Qui travaillent. En perspective, non, pas immédiatement, mais pourquoi pas. Après, comme vous dites, hein, les fusions vont bon train, donc ça serait pas impensable non plus de l'imaginer. Mais bon, en tout cas, même sans fusion, le travail collaboratif peut se faire. Hein, donc voilà, on n'est pas obligé de fusionner pour travailler ensemble. Et eux, je ne peux pas dire. Et eux, ils ont toutes les compétences requises sur la flore, donc voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Et on a quand même, il faut quand même noter que la fédération des conservateurs botaniques a quand même intégré l'AFB. Donc on a quand même une représentation à l'AFB des compétences flore. Hein. Donc les conservateurs botaniques, eux, directement, n'ont pas intégré, mais la fédération des conservatoires, elle, aujourd'hui, fait partie intégrante de l'AFB. Hein, donc on a les compétences. Alors tout ça, c'est bien sûr la structure administrative qui impacte aussi les missions sur le terrain. Alors même si elles ne sont pour l'instant pas totalement définies, clairement définies, Florent Lamand, quel est l'état aujourd'hui de vos missions? L'état de nos missions aujourd'hui reste un peu les missions qu'on avait du temps de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on continue à travailler pour la directive cadre sur l'eau, hein, notamment en travaillant sur les compartiments ichthyologiques, hein, donc les poissons, les compartiments hydromorphologiques, hein, donc le milieu physique des cours d'eau. Donc voilà, on continue aujourd'hui, on est quand même encore très inféodés, hein, comme certaines espèces, au milieu aquatique. Hein, on travaille sur les zones humides, on travaille voilà, sur tous ces aspects-là. Avec aussi un volet police de la nature au sens large. Oui, police de la nature. Donc ça a toujours été, hein, déjà depuis l'ex-ONEMA, il y avait déjà une police, on va dire, de la nature qui était un peu élargie, hein, pas forcément liée à l'eau elle-même, mais quand même déjà étendue au milieu aquatique et donc aux zones humides, par exemple. Et aujourd'hui, c'est pareil, on reste, encore une fois, sur ces compétences-là, puisque voilà, bon nombre d'agents ont ces compétences, hein, et ça va prendre du temps d'en développer des nouvelles pour aller exercer une police ailleurs. Mais j'ai envie de dire que la police, la réglementation, une fois qu'on l'a compris, on peut l'appliquer, hein, sur d'autres secteurs. Donc ça, il n'y a pas de souci pour que la police finalement élargisse son champ d'activité avec la naissance de l'AFB. Et quels sont les moyens aujourd'hui dont dispose l'Agence française pour la biodiversité, et en particulier ici en région Grand Est, pour précisément mettre en œuvre ces missions, alors très concrètement, aussi bien ici au siège à Marly près de Metz, mais aussi sur le terrain dans les différents départements, Florent Lamand?
Au niveau national, les moyens de l'AFB sont les moyens cumulés des établissements qui ont intégré l'agence. Ici, dans le Grand Est, on est à peu près là au siège de la direction régionale, on est une quinzaine de personnes. On est composé d'un service administratif et logistique, d'un service production et valorisation des connaissances et d'un service police. Voilà. Et après, dans chaque département, on a ce qu'on appelle un service départemental qui est composé en moyenne de 4 agents, dont les missions sont principalement des missions de police, mais ils ont quand même une partie de missions dévolues à la connaissance également et à l'appui des acteurs. Ça, c'est votre rôle en particulier. Et ça, c'est mon rôle en particulier. Au regard des enjeux de la biodiversité, Florent Lamand, est-ce que les effectifs et les moyens que vous venez de citer sont à la hauteur du défi, justement ? Alors, le défi n'est pas encore fixé, donc du coup c'est compliqué de répondre. Si c'est le défi qu'on imagine de vraiment essayer de sauvegarder au mieux la biodiversité, non, je pense que les moyens, tout le monde s'accorde à dire qu'ils ne sont pas suffisants, loin de là, parce qu'ils étaient déjà à peine suffisants pour l'ex-ONEMA. Si les missions augmentent, effectivement les moyens doivent augmenter pour répondre aux missions. Maintenant, on peut imaginer dans un premier temps des missions priorisées pour essayer de pouvoir y répondre avec les moyens qu'on a, quoi. Alors, comme c'est une de vos spécialités et que nous sommes là pour ça aujourd'hui, Florent Lamand, maintenant qu'on a compris le rôle, j'allais dire aussi le non-rôle, en tout cas les zones d'ombre qui subsistent encore un peu au sein de l'Agence française pour la biodiversité, le plus simple, c'est qu'on aille sur le terrain, aller rencontrer ces fameuses moules d'eau douce. Où allons-nous ? Alors on va aller tout simplement au plan d'eau de la ville de Metz, parce que c'est un site déjà qui est proche ici du siège, et puis qui a l'avantage de présenter différentes espèces. Donc ça va permettre de... Eh bien on y va. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Vue de la Lune ou de Jupiter, de tout là-haut, y a pas de mystère. La planète bleue, oh que c'est beau, c'est de l'eau. Dans les rivières et dans les étangs, petites mares et grands océans, tous les lacs, les torrents, les ruisseaux, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Quelle que soit la couleur des nuages, jour de pluie, de neige ou d'orage, tous les caprices de la météo, c'est de l'eau. La rosée sur les herbes et les fleurs, la nature et ses mille couleurs, le grand chêne et le petit roseau, c'est de l'eau, c'est de l'eau. C'est de l'eau, c'est de l'eau, et nous sommes matelots sur les flots, tous à bord du même bateau, hissé haut. C'est de l'eau, c'est de l'eau. Grain de raisin et puis grain de blé,
C'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Changement complet de décor et d'ambiance. Nous sommes cette fois-ci au bord du lac du Saulcy, toujours à Metz, avec vous, Florent Lamant, ingénieur production et valorisation des connaissances et votre fonction à la direction régionale Grand Est de l'Agence française pour la biodiversité. Du bruit aussi, parce que nous sommes tout au bord de la 31, c'est l'autoroute qui fait Nancy-Luxembourg, ici qui contourne Metz. Alors on peut être étonné là aussi de venir dans un tel milieu pour aller voir les moules d'eau douce. Décrivez-nous le milieu, Florent Lamant. Alors le milieu, là, vous êtes face à un plan d'eau, voilà, qui est en connexion avec la Moselle. Voilà, donc c'est un plan d'eau d'agrément pour la ville de Metz, alimenté par l'eau de la Moselle, quoi. Et effectivement, ça peut être surprenant ce choix, mais la biodiversité elle est partout, elle est aussi commune, et celle qui est intéressante, c'est aussi celle qui est parfois à proximité, et pas forcément dans les milieux les plus préservés, parce que celle-ci est plutôt tranquille. Donc l'intérêt de venir ici, c'était aussi pour montrer un peu la biodiversité ordinaire qui est autour de nous et qu'on ne voit pas forcément, quoi. Alors, puisqu'il est question de moules d'eau douce, la plupart d'entre nous connaissent les moules de mer qui se consomment avec frites et bière, pour les amateurs, avec modération bien sûr. Rien à voir avec ce que nous allons voir ici, justement ici, Florent Lamant. Ouais, non, ça n'a rien à voir. Bien qu'il y en a une que l'on verra qui lui ressemble fortement, les autres ont plutôt... Moins dans la forme. Au moins dans la forme, ouais. Mais elle a un autre critère commun avec les moules comestibles. Mais sinon, non, pour les autres, justement, c'est des moules qui sont un peu différentes, quoi. Quel est l'intérêt de connaître la biologie des moules d'eau douce, et qu'est-ce qui vous intéresse, vous, en tant que biologiste, Florent Lamant, dans la présence de ces moules d'eau douce dans, ici en l'occurrence, un lac, mais ça peut être aussi des rivières, des étangs. Combien d'espèces de moules ? Alors ça dépend si on prend l'ensemble des moules, vraiment des bivalves, y compris les petits. Bivalve, Florent Lamant, ça bivalve, veut dire... deux valves. Deux voilà, valves, deux en fait, valves. c'est les deux coquilles, quoi. Voilà, comme une coquille Saint-Jacques pour les amateurs. Ou les moules. Ou les moules également. Voilà, donc si on prend l'ensemble des bivalves, y compris les petits, on est aux alentours de 45 espèces. Maintenant, si on se concentre uniquement sur ce qu'on appelle les naïades, c'est-à-dire les grandes mulettes, voilà, on est plutôt autour d'une dizaine, quinzaine d'espèces en France, selon qu'on considère ou pas les sous-espèces. Voilà. Et quel est l'intérêt d'étudier et de connaître, en l'occurrence, cette fois-ci, les moules d'eau douce ? Alors l'intérêt il est multiple, parce qu'en fait ce sont des organismes filtreurs. Alors comme tout organisme filtreur, finalement, il enregistre son environnement. C'est-à-dire que quand on peut les utiliser pour lire ce qui s'est passé, ils sont intéressants parce qu'ils filtrent, donc ils vont filtrer la pollution, ils vont filtrer les événements qui peuvent se passer, les dégradations. Donc du coup on peut mesurer, ça c'est les domaines de l'écotoxicologie, mesurer dans les moules ce qui s'est passé. Ensuite elles enregistrent dans leur coquille ce qui s'est passé sur des longues périodes. C'est des individus qui peuvent vivre pour certaines espèces jusqu'à 120 ans. Donc intégrer 120 ans d'histoire, c'est un peu comme les troncs d'arbres. Donc là on peut... Ça me faisait penser à ça d'ailleurs. Voilà, donc on peut effectivement trouver des indications intéressantes de changement d'environnement. Et puis après, de manière un peu plus légère, sont des organismes qui ont toute leur place dans la biodiversité, puisqu'ils assurent de nombreuses fonctions, notamment la filtration de l'eau. Est-ce qu'on peut les considérer aussi comme des indicatrices précisément de la qualité de l'eau? Alors bien sûr, j'allais y venir. Certaines de ces espèces sont, on dit bio-indicatrices, puisqu'en fait voilà, leur présence indique la qualité de l'environnement. On peut penser à la moule perlière par exemple. Voilà, cette espèce qui a des besoins vraiment pointus. C'est-à-dire qu'une faible concentration en nitrate peut soit la stériliser, soit la tuer. À tel point aujourd'hui, vous me corrigez, Florent Lamant, si je me trompe, mais que précisément les moules perlières aujourd'hui ne seraient même pas en capacité de survivre dans de l'eau minérale qu'on achète dans le commerce?
Alors peut-être, j'ai pas les concentrations en tête pour tout vous dire, donc je pourrais pas répondre à la question précisément, mais oui, c'est pour vous dire que leurs exigences écologiques sont vraiment proches de conditions, on va dire, d'excellence, on va dire chimique en tout cas de l'eau. Là, je voudrais ajouter quelque chose pour pas justement diffuser un message qui est parfois mal compris, c'est que la qualité, on la trouve aussi à d'autres milieux. Par exemple, on va prendre des espèces telles que Unio tumidus ou Unio crassus pour les noms latins, donc on peut appeler ça la mulette renflée ou la mulette épaisse. Elles vont être indicatrices aussi d'écosystèmes sains, sans pour autant que l'eau soit cristalline ou buvable. Ouais. Parce qu'on fait souvent l'amalgame de considérer qu'une eau translucide, potable, est forcément un écosystème sain. Or, ça n'a rien à voir. Une eau verdâtre remplie d'algues peut bien être un écosystème sain, puisque c'est logique d'en trouver. Hein. Et ça, c'est vraiment en ça que l'écologie est intéressante, et c'est en ça que ces espèces sont intéressantes. Là, par exemple, l'eau de la Moselle, sur ce plan d'eau du Saulcy, ici à Metz, n'invite pas vraiment à la baignade parce que les eaux sont un peu brunâtres, un peu chargées. Pour autant, ça ne dit rien de la qualité de l'eau, ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Pour la baignade, on s'intéresse surtout à la qualité bactériologique de l'eau, hein, c'est ce qui est important. Mais après, en termes de pollution, on peut avoir des eaux translucides qui sont chargées de métaux lourds ou de substances chimiques dangereuses. Donc l'apparence de l'eau n'explique pas sa qualité. Vous parliez à l'instant, Florent Lamand, de moules perlières. Alors déjà, je pense que beaucoup de concitoyens sont surpris d'apprendre que nous avons des moules d'eau douce dans nos cours d'eau, dans nos lacs, dans nos fleuves, mais encore plus que certaines d'entre elles peuvent être perlières, à l'instar des huîtres. Oui, c'est vrai, mais pourtant ça existe. Hein. C'est une espèce qui était très présente au Moyen-Âge et qui, du fait des nombreuses altérations causées par l'homme et aussi d'une certaine surexploitation justement pour les perles, aujourd'hui c'est une espèce qui est en danger d'extinction puisque ces populations sont très restreintes. Elles sont limitées aujourd'hui à la Bretagne et puis au Massif central principalement. Pour mémoire, le massif des Vosges était un des principaux habitats de cette espèce et aujourd'hui elle est quasiment éteinte. Sans compter que, vous parliez du Moyen-Âge, si mes renseignements sont exacts, Florent Lamand, les moules d'eau douce tapissaient littéralement les fonds de nos rivières, bien loin de ce que l'on trouve aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est ce qui est dit dans la littérature. Hein. Même pour la moule perlière, il y a des témoignages qui disent qu'effectivement, elle était présente en tapis sur les fonds, donc à des concentrations vraiment très importantes, bien loin des concentrations actuelles malheureusement. Ouais. Alors précisément, quel est l'état aujourd'hui de cet espace où nous sommes, le lac du Saulcy, ici à Metz? Qu'est-ce que vous en savez, notamment par rapport à l'étude de ces moules d'eau douce? Que disent les moules d'eau douce? Alors, déjà concernant l'état, on est sur un milieu très entreprisé, voilà, qui est vraiment là. Florent Lamand, ça veut dire... Oui, ça veut dire très impacté par l'homme, voilà. Pour ses activités. On est sur des eaux de la Moselle, donc voilà, un cours d'eau qui est également anthropisé, qui sert beaucoup à l'homme pour différentes raisons. Et du coup, on a une qualité d'eau qui est relativement médiocre. Et ce que nous apprennent les moules ici, c'est la compétition qu'elles livrent avec d'autres espèces, et notamment ce qu'on appelle les espèces exotiques envahissantes, qui sont des espèces qui viennent d'autres écosystèmes et qui aujourd'hui commencent à rentrer en compétition avec des moules dites indigènes. Déjà, il n'y en a plus beaucoup, mais en plus, elles se font quasi parasiter. Voilà, c'est ça. Alors, puisqu'on parle des moules et qu'on est au bord de l'eau, je pense que le plus simple, Florent Lamand, c'est d'aller en chercher, mais ça, c'est votre job, c'est votre travail. Notamment, bien sûr, vous ne faites pas qu'aller à la pêche aux moules, évidemment, à l'Agence française pour la biodiversité, mais là, évidemment, nous sommes intrigués pour voir précisément ces fameuses moules d'eau douce. Florent Lamand, on vous laisse enfiler votre waders, c'est une combinaison très souple, très légère, bien pour être sec tout simplement, pendant que vous allez gratter le fond ici de ce lac du Saulcy à l'aide d'un télinier. Je viens d'apprendre ça, voilà, c'est une épuisette munie d'un râteau qui nous permet de gratter le sol et vous allez passer tout ça au tamis.
trouver notre espèce. On a de la corbicule. Voilà, on a un timidus. On a du pictorum. Tac, corbicule. Allez, ce sera bon. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes toujours avec Florent Lamant, ingénieur à la direction régionale Grand Est de l'Agence française de la biodiversité, ici au bord du lac du Saulcy, c'est juste à côté de l'autoroute A31 Nancy-Luxembourg. Je ne sais pas si on entend un peu les nombreux véhicules qui passent. Alors un milieu peut-être un peu surprenant pour aller à la pêche aux moules, mais après tout, vous me disiez tout à l'heure, Florent Lamant, que la biodiversité est partout, elle est aussi ici. Vous êtes descendu dans l'eau, bien protégé par vos vêtements spéciaux. Allez gratter un peu le fond de l'eau. Alors, dans votre tamis que vous remontez, est-ce que la pêche a été bonne, Florent Lamant ? Bah oui, écoutez, plutôt, hein, pour le temps imparti, en tout cas, oui, c'est plutôt une pêche fructueuse, hein, parce qu'en général, on ramasse beaucoup moins de mulettes. Hein, quand on va vous avez aussi ramassé quand même un moulinet de pêcheurs. De canne à pêche. On trouve vraiment de tout au fond des cours d'eau. Oui, les cours d'eau, c'est toujours un grand jeu de hasard quand on va les prospecter. Hein. On peut s'attendre à trouver pas mal de choses. Donc souvent on prie d'ailleurs pour pas trouver des choses trop désagréables, mais effectivement ça regorge. Mais là, il y a des bivalves, beaucoup. Et donc ces fameuses moules d'eau douce. Oui, c'est ça. Donc là, il y a effectivement plusieurs espèces de bivalves. Alors, effectivement, pour les néophytes, ça peut paraître ressemblant, mais si on y regarde de plus près, on peut distinguer différentes espèces. Donc, par exemple, celle-ci s'appelle la mulette des peintres. Son nom, c'est Unio pictorum. Alors, pourquoi la mulette des peintres, hein ? Parce que finalement, toutes ces espèces sont des anecdotes. Ces coquilles étaient utilisées avant par les peintres pour faire leur mélange de couleurs. Vous voyez ? Broyer. Donc, comment ? Broyer. Non, pas broyer, ils se servaient du réceptacle de la coquille pour faire leur mélange en fait. Hein. C'était avant l'invention de la palette. Et donc ils faisaient leur mélange de couleurs dans les coquilles. Je disais broyer en référence au fusain, cet arbre qu'on utilise justement pour crayonner. Donc là, non, c'était vraiment comme réceptacle. Donc voilà, tout ça aussi pour montrer que les moules d'eau douce n'ont pas toujours été aussi inconnues qu'à l'heure actuelle. Avant, il y avait quand même une proximité de la population qui se baignait souvent le dimanche quand il faisait beau dans les rivières à proximité, puisque c'était les seuls lieux de baignade. Il n'y avait pas forcément de piscine comme il y a maintenant. Et donc il y avait une proximité des gens avec leur environnement proche. Et ces espèces-là étaient plutôt connues. Certains en prenaient pour nourrir leurs canards, leurs poules. Voilà, c'était... Pour autant, Florent Lamant, elles n'ont pas d'intérêt gastronomique.
Non, elles n'ont pas d'intérêt gastronomique. J'en ai jamais goûté moi-même, mais... Et puis celles-là, on n'a pas forcément envie de les goûter non plus, Non, on parce n'a qu'elles pas doivent envie être de les bien goûter. chargées quand même. Ouais, c'est sûr que filtrer l'eau de la Moselle, c'est un peu ragoûtant, mais non, elles sont clairement pas comestibles. Alors, est-ce que on peut dire d'autres, vous reconnaissez d'autres espèces parmi celles qui sont là Oui, bien sûr. Alors pour rester sur les espèces, on va dire patrimoniales, indigènes, ici on est face à Unio tumidus, donc qu'on appelle la mulette renflée, qui est une espèce aujourd'hui dont l'aire de répartition a fortement régressé en France et pourtant qui n'est pas protégée. Alors que les dernières données, notamment les études de Vincent Prié, montrent que c'est une des espèces qui a connu la plus grande baisse de son aire de répartition. Alors, vous citez à l'instant Vincent Prié, Florent Lamand, qui a récemment d'ailleurs, ou l'année dernière, je crois, écrit un livre fort complet sur précisément les naïades et les boules d'eau douce en général. Oui, c'est vrai, c'est un ouvrage qui fait du bien à la thématique, puisqu'il va servir de référence, de base sur ce taxon, le taxon des mollusques, qui est aujourd'hui un taxon qui est très peu connu, et c'est comme tout, quand c'est très peu connu, forcément c'est ignoré et on n'hésite pas à les piétiner. C'est tellement peu connu que je vais même vous demander la définition du taxon. Alors taxon, en fait, c'est le mot scientifique qu'on utilise pour décrire un ensemble d'individus. Voilà, donc on peut parler du taxon des insectes, on peut parler du taxon des... C'est la notion d'espèce finalement. C'est pas espèce, c'est regroupement. Parce que par exemple, on pourrait parler du taxon des abeilles, comme on pourrait parler du taxon des insectes. Donc c'est juste pour parler d'une entité en fait, un groupe d'espèces. Voilà. Un groupe d'espèces. Voilà. Florent Lamand, on parlait, je voudrais revenir rapidement sur les moules perlières, parce que ça donne quand même une image et une idée tout à fait remarquable de la présence justement de ces moules perlières dans nos cours d'eau, et donc aussi de la qualité de ces cours d'eau, et donc aussi de la dégradation de ces cours d'eau depuis. L'anecdote de Marie de Médicis au moment du baptême de son fils, le futur Louis XIII. Racontez-nous. Marie Médicis, en fait, s'est fait confectionner une robe ornée de 36 000 perles, de moules d'eau douce. Et on connaît les chiffres, on sait qu'on trouve à peu près une perle pour 1000 moules. Donc c'est vous dire l'ampleur de la destruction des individus pour... Je peux vous le dire, l'ampleur, je peux vous la dire. Il a fallu pour composer, alors je tire ça du livre précisément de Vincent Prié, il a fallu sacrifier 35 à 40 millions de mulettes perlières pour pouvoir confectionner cette robe de 32 000 perles que Marie de Médicis arborait le 14 septembre 1606. Changement de sujet, Florent Lamand, cette moule-là, elle a d'autres moules petites sur, je veux dire, sa carapace. Voilà. Sur sa coque. Effectivement, donc là, c'est pour ça que je vous ai emmené ici. C'était pour aussi montrer cet aspect-là de la biodiversité. C'est ce qu'on appelle les espèces exotiques envahissantes. Donc là, on est en présence en fait de deux espèces qui sont très proches, qu'on peut appeler plus simplement la moule zébrée. Du nom... La moule zébrée, c'est la petite. Voilà, c'est ça, du nom scientifique de Dressena polymorpha. Et cette petite moule, et c'est là je vous dis qu'il y en a certaines qui ressemblent à nos moules comestibles. Si vous regardez bien ici, on voit des filaments qui la maintiennent à son substrat. Et donc ce filament qu'on appelle le byssus. Comme les moules de Bouchot qui sont accrochés à des pieux en pleine mer par le même système. Alors donc, cette petite moule qu'on va appeler parasite, elle vient d'où ? Alors celle-ci vient de ce qu'on appelle du bassin ponto-caspien, de l'Europe centrale. La mer d'Aral, tout ça à peu près, elle vient de ce secteur-là et elle est arrivée à cause de la navigation et de l'ouverture des canaux. Voilà, elle est arrivée accrochée aux coques des péniches ou transportée dans les eaux de ballast des navires. Alors, non seulement nos moules d'eau douce se portent pas forcément très bien parce que nos eaux sont de plus en plus polluées, et de ce fait-là aussi, j'imagine quand même aussi sont parasités par des espèces dites exotiques et invasives. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, Florent Lamand, pour... on va pas rêver à retrouver, mais pourquoi pas, des cours d'eau parfaitement purs, limpides. Je pense que théoriquement, ça serait possible. Mais en tout cas, pour améliorer les choses aujourd'hui, qu'est-ce que vous, notamment à l'Agence française pour la biodiversité, êtes en capacité de faire au-delà du simple fait de comptabiliser les dégâts ?
Bah, voilà, donc ça c'est la première étape, hein, on comptabilise, après pour pouvoir communiquer sur le sujet et puis alerter. Après, effectivement en milieu aquatique c'est très compliqué d'agir puisque sur des milieux dits ouverts dans lesquels il n'est pas possible d'agir chimiquement, donc quand une espèce arrive effectivement on peut que constater son arrivée. Par contre il y a quand même la sensibilisation qui est intéressante, il y a quand même la communication, prévenir les gens, leur dire que transporter de l'eau d'une gravière vers un plan d'eau, sont des choses qui peuvent être risquées en termes de diffusion de l'art, en termes de diffusion d'individus, c'est des choses qui peuvent ralentir l'arrivée de ces espèces-là. La réglementation peut permettre aussi d'agir, comme c'était le cas par exemple aux États-Unis, où depuis, alors je n'ai plus la date en tête, les navires qui accostent aux États-Unis sont obligés de faire un changement d'eau de ballast au milieu de l'océan, hein, pour faire un choc osmotique et éviter que des espèces d'eau douce se retrouvent en eau douce. Voilà, c'est des choses qui arrivent un peu tardivement, mais qui arrivent quand même pour essayer d'améliorer les choses. Est-ce qu'on aurait aujourd'hui techniquement les moyens d'améliorer la qualité de nos cours d'eau? Et question sous-jacente, est-ce que ce n'est pas finalement une question simple, question de choix après tout? Si, clairement, il y a des choix de moyens, des choix politiques, hein, qui peuvent permettre d'améliorer les choses. Aujourd'hui, si on mettait les moyens, on pourrait effectivement tenter de concevoir des systèmes permettant d'éviter les entrées d'espèces. Il faudrait essayer de lancer des programmes de recherche et d'innovation, hein, qui n'est pas fait, qui est rarement fait, dès qu'on parle de faune invasive, hein, puisque souvent on pense que ça va être coûteux, que ça va ne pas donner de résultats. Et c'est vrai, beaucoup d'études montrent que les résultats sont difficiles, mais on ne tente pas assez pour enrayer le problème. Et puis finalement, on va le payer un jour ou l'autre. Est-ce qu'il ne faudrait pas, Florent Lamand, on est tout près de Metz, là, emmener des élus, faire la démonstration que vous venez de nous faire, parce que finalement, ce qu'on a remonté, c'est quand même pas très très ragoûtant tout ça. Oui, effectivement, emmener les élus pour les sensibiliser, ça serait quelque chose de très bien, je pense, quoi. Même si j'ai peu d'espoir sur le fait que ça change la donne. Voilà, nous sommes revenus au siège de la direction régionale Grand Est de l'Agence française pour la biodiversité avec vous, Florent Lamand. Merci pour toutes ces explications de terrain. Vous êtes, vous, ingénieur production et valorisation des connaissances
au sein de l'Agence française pour la biodiversité, ici, région Grand Est. D'abord, ça veut dire quoi? Puis quel est votre propre parcours? Et est-ce que vous êtes, vous aussi, un transfuge de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, qui est une des composantes qui a fusionné avec d'autres pour créer cette fameuse AFB? Oui, donc je suis clairement un transfuge de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, puisque Pardonnez-moi, mais c'est le principe des vases communicants. Voilà. Facile, celle-là. C'est cet établissement qui m'a recruté. Donc voilà, moi j'ai été recruté initialement effectivement à l'ex-ONEMA. Voilà, ma mission ici, elle est de travailler à améliorer les connaissances. Donc mon travail ici, c'est principalement d'organiser la production des données, l'analyse des données, et puis les valoriser. Donc voilà, comme le nom l'indique, pour ça il est plutôt clair. Donc la production de données, elle se compose de plusieurs thématiques. Donc aujourd'hui on produit des données poissons par exemple, on produit des données physiques sur ce qu'on appelle l'hydromorphologie des cours d'eau, et on produit des données sur la biodiversité. Voilà, on a différents domaines de spécialité, et moi mon domaine de spécialité est plutôt centré au niveau des bivalves aquatiques et également des espèces exotiques envahissantes. Alors, quand on parle d'ingénieur, Florent Lamand, aujourd'hui, dans notre société, on pense plutôt ingénieur en informatique ou ingénieur des mines. On a moins le réflexe de trouver des ingénieurs dans le domaine de la biodiversité. Comment devient-on ingénieur comme vous en protection et valorisation des connaissances? Quel est votre parcours? Mon parcours, j'ai eu un parcours, on va dire, universitaire. Donc anciennement, ça ne me rajeunit pas, mais anciennement le DUG, licence, et puis ensuite master, vu que c'était le passage au système LMD. Donc j'ai un master spécialisé en écotoxicologie. Réalisé à quel endroit? Donc réalisé à Lille. Et voilà, et donc ensuite j'ai eu quelques petits contrats CDD, on va dire post-diplôme, et ensuite j'ai été recruté donc d'abord en CDD également à l'ex-ONEMA, puis après j'ai passé le concours d'entrée, puisqu'il y avait un concours pour entrer dans l'établissement public que j'ai obtenu, et voilà, et ensuite maintenant je suis à l'AFB mais sans changer de poste. Et cet attrait pour les milieux aquatiques, c'est le hasard des affectations ou c'est une passion chez vous, et si oui, depuis quand? Et pourquoi? Peut-être pas du reste. Une passion, c'est compliqué à dire. Une passion pour l'écologie, oui, ça c'est clair, parce que j'aurais pas fait ce parcours-là s'il n'y avait pas de passion à la base. Ensuite, les milieux aquatiques, la passion est plutôt née à la fin de mes études, parce qu'en fait j'ai fait des stages qui étaient tous orientés dans les milieux aquatiques, et finalement j'étais plutôt attiré par ce domaine-là qui est invisible. Finalement depuis l'extérieur, pour lequel il faut souvent développer un peu d'ingénierie justement pour en sortir des informations essentielles, puisqu'il y a des milieux finalement il suffit de marcher dessus pour les connaître, de s'abaisser, de les voir, alors qu'un cours d'eau c'est différent, il faut trouver des techniques, il ne suffit pas de marcher dans un cours d'eau pour voir les poissons, pour voir les invertébrés, il faut les récolter, il faut pouvoir les dénombrer, donc finalement il y a toute une logistique que j'ai trouvée attrayante dans ce domaine-là, qui nécessitait d'avoir de la ressource, de l'imagination, et donc c'est pour ça que j'ai souhaité continuer dans ce domaine. Et dans votre mission de production de la connaissance, Florent Lamand, est-ce que c'est pas un peu frustrant finalement de produire de la connaissance et surtout de constater précisément, on parle beaucoup d'effondrement de la biodiversité? Comment ça se vit ça? Ça se vit pas très bien. C'est sûr que c'est frustrant quand on travaille sur des espèces et qu'on voit les effectifs fondre, qu'on voit les populations disparaître. C'est frustrant, mais d'un côté, c'est aussi une étape nécessaire pour déjà valoriser, communiquer. Et puis, c'est aussi une étape nécessaire pour après faire respecter la réglementation. Parce que produire des connaissances, avant toute chose, ce n'est pas uniquement pour dire de les produire, les connaissances. Les connaissances, pour elles-mêmes, elles n'ont pas de valeur. Est-ce que c'est pas un peu le mal français, ça? On le voit par exemple dans les abeilles. On connaît les raisons de l'effondrement, les motifs. Les apiculteurs eux-mêmes le savent. Ils sont au front, ils sont en contact direct des abeilles. Et le ministre de l'Agriculture lance un état des lieux. Est-ce que c'est pas un peu la réponse systématique à un problème environnemental, c'est de lancer un état des lieux? Si, après vous l'avez dit tout à l'heure avec la notion d'ingénieur en écologie, vous dites on s'attend toujours à ingénieur en informatique ou autre. Effectivement, j'ai envie de dire ce que vous avez soulevé pour moi qu'il y a un problème aujourd'hui, peut-être en France,
peut-être ailleurs également, je ne sais pas, mais c'est qu'on oublie souvent que l'écologie, c'est une science, et justement qu'il y a des professionnels qui s'occupent de cette science, quoi. Aujourd'hui, l'écologie, c'est un domaine pour lequel le commun des mortels, c'est mieux que vous, finalement. Hein. Les gens ont toujours un avis sur l'écologie. Dans n'importe quel repas, les gens vont vous apprendre ce que c'est l'écologie. Pourtant, non, c'est un métier, il faut des compétences, il faut le comprendre, il faut l'analyser. Et donc, on touche là aussi peut-être du doigt le fait... un manque de prise en compte de ça, de dire qu'aujourd'hui il y a des professionnels et qu'on devrait avoir leur aval avant de prendre des décisions et ne pas penser que n'importe qui peut se prononcer sur de l'écologie. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Florent Lamand, ingénieur production et valorisation des connaissances ici à la direction régionale Grand Est de l'Agence française pour la biodiversité, c'est à Marly près de Metz. Vous êtes plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Bon, on peut trouver les deux. En premier lieu, on peut trouver un coup de gueule, ouais. Un coup de gueule concernant peut-être la facilité qu'a l'homme en France à déterminer des espèces comme étant nuisibles. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange, parce qu'aujourd'hui, il y a des espèces qui sont plutôt malmenées, sous un argument qui est difficile à comprendre. Aujourd'hui, dans un écosystème, comment on peut considérer qu'une espèce est nuisible alors qu'elle est indigène, alors qu'elle a toute sa place, alors que l'homme finalement a changé son environnement, qu'elle ne fait que s'adapter et qu'on continue finalement à s'acharner sur elle. Alors, par exemple, parmi les nuisibles, je pense que vous faites par exemple référence au renard, j'imagine, mais à d'autres espèces aussi. Ouais, je pense au renard, effectivement, qui fait l'objet de nombreux tirs qu'on appelle de régulation, alors qu'aujourd'hui, beaucoup d'études scientifiques montrent que finalement, la régulation du renard augmente les populations porteuses de rage. Il y a une étude un peu controversée, mais qui fait un lien entre la maladie de Lyme transportée par les tiques et puis finalement l'absence de renard pour contrôler les populations de rongeurs. Il y a ça, il y a également le blaireau qui fait l'objet de déterrage par certaines personnes pour en limiter les populations. Et quand je pense à ces espèces-là, en fait, je pense à l'anguille, qui est un poisson qui a été longtemps considéré comme nuisible. Notamment les civelles, les bébés anguilles qu'on jetait aux poules pour s'en débarrasser. Oui, les civelles, on fait l'objet de... Même les anguilles adultes, il y a même des pêches de destruction d'anguilles, puisqu'on la considère comme nuisible. Et aujourd'hui, c'est une espèce qui est protégée, pour laquelle il y a eu un règlement européen pour sa protection, avec aujourd'hui des quantités d'argent dépensées pour aider cette espèce-là, parce que avec des mauvais arguments, et surtout un manque de connaissance de son écologie, on l'a classé de nuisible. Mais Florent Lamand, on a fait la même chose avec les haies, par exemple. Là, on parle d'un milieu naturel. Vous êtes un spécialiste des milieux aquatiques et des zones humides. On a asséché, on a dépensé beaucoup d'argent pour assécher les zones humides et on se rend compte aujourd'hui des erreurs. Pourquoi ces erreurs précisément ? Ces erreurs, parce que je pense qu'il y a une faculté à pas apprendre de ces erreurs, justement, parce que c'est pas normal d'en produire autant des erreurs. Les haies, on sait que c'était une catastrophe écologique. Aujourd'hui, les terres sont lessivées dans les cours d'eau, les cours d'eau sont colmatés. Aujourd'hui, on replante des haies, on subventionne des gens pour qu'ils replantent des haies qu'on a arrachées. Les mêmes qui ont été subventionnés pour les arracher. Pour les arracher. C'est un cycle sans fin et effectivement, on aurait envie d'apprendre de ces erreurs et maintenant, d'avant de lancer une activité destructrice, de bien réfléchir finalement à combien nous coûtera le retour en arrière, quoi. Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui pour beaucoup de domaines. En fait, on revient en arrière parce que les décisions prises à un moment donné, justement, n'étaient pas assez éclairées, et sur notamment la connaissance et le côté scientifique des choses. En même temps, l'écologie, alors malgré le fait que ce soit une science très ancienne, et qu'elle, 1864, si je ne m'abuse, dans ces eaux-là, si je puis dire, ça met du temps à émerger dans la conscience collective et peut-être encore plus compliqué chez nos élus. Comment vous voyez l'avenir, Florent Lamand, de ce point de vue-là? Vous êtes confiant? Est-ce que vous pensez qu'on va plutôt dans la bonne direction? Ou au contraire, est-ce que la destruction massive et j'allais dire quasi industrialisée s'accélère?
Confiant, non, parce qu'on voit quand même une prise de conscience qui est lente, qui est vraiment lente. Alors pourtant, les sonnettes d'alarme ne sont tirées pas tous les jours, mais presque par différents corpus scientifiques sur le climat, on a parlé des abeilles tout à l'heure. Et malgré ça, on continue la destruction et surtout la protection n'est pas encore à la hauteur, quoi. Donc voilà. Après, optimiste pour la planète, parce que finalement, on est de passage. Et puis quand elle nous aura éjectés, c'est tout, on ne sera pas là. Elle a éjecté les dinosaures avant nous, elle nous éjectera. Des crises, la planète en a connu plusieurs, et je veux dire, voilà, on ne sera pas là pour les connaître. Donc le problème, c'est que je pense que la solution, ça serait que l'homme comprenne qu'il en va de notre civilisation. Les civilisations ont été détruites par l'environnement. Voilà. Merci Florent Lamand. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes ingénieur écologue au service production et valorisation des connaissances de la Direction régionale du Grand Est de l'Agence française pour la biodiversité. Pour en savoir plus sur le rôle et les missions de l'agence, rendez-vous sur www.afbiodiversité.fr. Je rappelle également l'excellent ouvrage de Vincent Prier intitulé « Naïades et autres bivalves d'eau douce de France », une coédition Biotope Muséum national d'histoire naturelle paru en 2017. Vous avez pu écouter dans l'ordre C'est de l'eau par les Enfants Fantastiques paru sur le volume 3 Vive l'eau sorti en 2008, puis Je crois entendre encore, romance numéro 4, scène 7 de l'acte 1 de l'opéra de Georges Bizet, Les pêcheurs de perles, créé en 1863, d'abord interprété ici par le ténor américain Michael Spires, dans le rôle de Nadir, un enregistrement d'avril 2014, puis par François Kmecik et son orchestre polonais, paru sous le titre Pola Viaccia Perel, sur la face B du 33 tours, Zaproszania do Tańca, invitation à la danse. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.